amour sain ou amour destructeur, faites le bon choix dès le début. Carl Jung. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Oubliez ce qui se passe à l'extérieur. Oubliez ce que les autres attendent de vous. Pendant quelques secondes, il n'y a que vous et vous-même, ici, maintenant. Car aujourd'hui, je souhaite vous confier quelque chose qui pourrait changer votre façon d'aimer, voire votre façon de vivre. Peu importe le nombre de fois où vous avez été blessé, peu importe le nombre de promesses non tenues que vous avez accumulées dans votre cœur, il existe une vérité silencieuse que personne ne nous a jamais enseignée et elle se trouve juste là, au tout début. Oui, au tout début. C'est au début d'une relation que l'on décide si cet amour sera un pont ou un abîme, un foyer émotionnel ou un feu qui couve. Et le plus tragique, presque personne ne le voit. Vous avez peut-être déjà ressenti cela, cette rencontre magique, presque mystique, où la connexion est si intense qu'elle semble être le fruit du destin. Les conversations coulent, le toucher donne des frissons, le regard a une profondeur qui enivre. C'est comme si les pièces d'un puzzle s'emboîtaient enfin. Vous vous dites, c'est ça, enfin, mais quelques jours ou quelques semaines plus tard, quelque chose change. Vous commencez à douter de vous-même. Vous ressentez de l'anxiété dans votre poitrine. Vous avez la gorge nouée chaque fois qu'il ou elle tarde à répondre. Vos amis remarquent que vous vous êtes éloigné. Votre famille s'étonne de votre silence. Et vous essayez de maintenir le château que vous avez construit dans votre tête, même s'il s'effondre de l'intérieur. Et c'est là que réside le danger. Car, la plupart du temps, ce château n'a jamais existé. Il s'agissait d'une idéalisation, le reflet de ce que vous vouliez ressentir. Et ce qui semblait être de l'amour était de la faim, une faim émotionnelle. Carl Jung disait que tout ce que nous refusons en nous-mêmes revient avec force dans le monde extérieur. Et c'est exactement ce qui se passe au début d'une relation. Vous ne tombez pas seulement amoureux de l'autre, vous tombez également amoureux du fantasme que cet autre représente. Et si vous n'en êtes pas conscient, si vous n'êtes pas entier, vous livrerez votre âme à quelqu'un qui ne saura être même pas quoi en faire. Le début d'une relation est comme la préface d'un livre. Elle contient déjà le ton de l'histoire. Et même si les pages suivantes semblent vous surprendre, si vous revenez au début, vous verrez que tous les signes étaient là. Mais on ne nous a pas appris à les voir. On nous a appris à ressentir et à croire que tout sentiment intense est de l'amour. Ce n'est pas le cas. Le véritable amour ne vous fait pas perdre votre paix intérieure. Le véritable amour ne vous empêche pas de dormir, ne vous éloigne pas de vous-même, ne vous plonge pas dans le doute. Cela s'appelle l'attachement, l'anxiété, le besoin. Et c'est pour cela que je suis ici, pour vous rappeler qu'un amour sain commence par vous-même. Il commence par les questions que vous n'osez pas poser. Il commence par l'écoute de votre corps, par le silence que vous faites semblant de ne pas entendre, par l'intuition que vous apprenez à taire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes attiré par ceux qui vous perturbent? Pourquoi vous insistez dans des relations qui naissent dans le chaos, la précipitation, l'excès? Pourquoi acceptez-vous des miettes en vous disant que c'est juste la personnalité de l'autre qu'il va changer, que vous devez juste être patient? Combien de fois vous êtes-vous trahi pour garder quelqu'un près de vous? Combien de fois vous êtes-vous tu pour ne pas paraître exigeant? Combien de fois avez-vous ressenti, dès le début, ce malaise subtil, cette pointe dans la poitrine? Et avez-vous décidé de l'ignorer? Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez senti que quelque chose n'allait pas? Vous souvenez-vous de cette petite voix intérieure qui vous disait « Ce n'est pas pour moi ». Eh bien oui, cette voix,
c'est votre âme. Et votre âme sait, elle a toujours su. Mais le monde vous a appris à douter d'elle. On vous a dit que l'amour exigeait des sacrifices, que celui qui aime prend soin de l'autre, même si cela lui coûte sa liberté, que la jalousie est un signe d'intérêt, que la vraie passion doit brûler jusqu'à se consumer. C'est faux. Un amour sain ne brûle pas, il illumine, il ne retient pas, il accueille, il n'exige pas de preuves, il offre sa présence. Et tout cela peut être perçu dès le début, mais seulement si vous êtes prêt à regarder clairement, et regarder clairement fait mal. Cela fait mal parce que cela vous oblige à abandonner vos fantasmes, à accepter que cette personne charmante ne faisait peu, être que porter un masque, que l'enchantement initial n'était peu, être que le reflet d'un manque ancien, que le regard profond ne disait peu, être pas « je te vois, mais j'ai besoin de toi pour me sentir entier ». Et si vous avez une faim émotionnelle, vous tomberez. Vous penserez avoir trouvé l'amour alors que vous n'avez trouvé qu'une échappatoire, parce que ce que vous ressentez n'est pas toujours ce que c'est. Et vous devez apprendre à faire la différence, pas avec froideur, mais avec sagesse. Jung disait que rien n'a plus d'influence sur la vie d'une personne que ce qui n'est pas résolu en elle. C'est pourquoi tant de gens répètent les mêmes schémas. C'est pourquoi tant de débuts semblent différents, mais finissent toujours de la même manière. Parce que ce n'est pas la personne qui arrive qui compte. C'est ce que vous portez en vous lorsqu'elle arrive. C'est d'où vous aimez. Aimez-vous à partir de la peur ou de la confiance, de la pénurie ou de la plénitude, de l'urgence ou de la sérénité. Car l'origine de votre engagement définit la destination de votre relation. Et le début, le début est l'occasion parfaite pour percevoir tout cela. Mais presque personne ne s'en rend compte. Parce qu'au début, tout le monde veut plaire, impressionner, être choisi. Et dans ce processus, on se perd, on s'adapte, on se modèle, on cache, on se tait, on se déguise. Et quand on cache des parties de soi pour être aimé, ce n'est pas soi-même qui est aimé, mais le personnage qu'on a créé. Et ce personnage va nous étouffer. Alors écoutez-moi attentivement. Le véritable amour commence lorsque vous vous autorisez à être entier dès le début, lorsque vous avez le courage de dire « c'est moi », sans crainte d'être rejeté, lorsque vous regardez l'autre et qu'au lieu de penser « je veux qu'il m'aime », vous pensez « je veux voir qui il est vraiment ». Et là, vous observez, pas avec méfiance, mais avec conscience. Observez comment cette personne traite les autres, comment elle parle de son passé, comment elle réagit au refus, comment elle respecte votre temps, votre présence, votre absence. Observez s'il y a une cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Observez comment vous vous sentez à ses côtés, à l'aise ou tendu, en paix ou en alerte, car le corps sait, le corps a toujours su. Cette sensation de nœud dans l'estomac, cette agitation dans la poitrine, cette insomnie déguisée en excitation, tout cela sont des signes. Et vous devez apprendre à les écouter, parce qu'ils sont votre meilleure protection contre la répétition d'histoires qui ne font que vous blesser. Vous pensez peu être que tout cela est exagéré, qu'au début, tout est nouveau, confus, intense. Oui, c'est vrai, mais même dans l'intensité, l'amour sain apporte la paix. Même dans l'excitation, il apporte des bases. Même dans le désir, il apporte le respect. Vous n'avez pas besoin de vous donner entièrement dès la première semaine. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de vous perdre pour être accepté. Vous devez simplement être présent, entièrement, en accord avec qui vous êtes. Et si c'est trop pour l'autre, c'est parce que l'autre n'est pas encore prêt. Et ce n'est pas grave. La véritable erreur n'est pas d'aimer trop,
c'est d'aimer aveuglément, c'est d'aimer par besoin, c'est d'aimer sans se demander « Pourquoi suis-je ici ? Que recherche ? D'où vient ce désir d'être avec quelqu'un ? Si c'est pour fuir vous-même, n'y allez pas. Si c'est pour faire taire votre voix, n'y allez pas. Si c'est pour combler un vide, n'y allez pas. L'amour ne doit pas être une cachette. Il doit être un pont, un miroir, un endroit où vous voyez plus clairement et non où vous vous perdez encore plus. Vous méritez un amour qui voit votre lumière et respecte votre ombre. Un amour qui marche à vos côtés, pas sur vous. Un amour qui écoute vos silences, pas seulement vos mots. Mais pour trouver cet amour, vous devez être prêt à le voir. Et il commence là où tout commence. Au début, au premier regard, à la première conversation, à la première limite que vous avez le courage de fixer. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce frisson, cette excitation, ce déclic inexplicable, ne fuyez pas, respirez, observez, écoutez et demandez-vous, est-ce que cela m'apporte la paix ou m'éloigne de moi-même ? Car ce qui commence par vous éloigner de vous-même ne vous mènera jamais vers un endroit sûr. Et c'est là que la transformation commence. Lorsque vous réalisez que l'amour que vous acceptez est le reflet direct de l'amour que vous avez pour vous-même. Et si vous voulez vraiment mieux aimer, vous devrez commencer à mieux vous choisir, à partir de maintenant. Mais, et si tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était exactement ce dont vous aviez besoin pour enfin le comprendre? Peut être, juste peut être, que tout ce qui vous a fait souffrir dans le passé était nécessaire pour vous apprendre à voir le commencement avec un regard neuf. Car maintenant, vous n'êtes plus le même. Maintenant, vous êtes prêt à faire des choix différents. Et ce qui va suivre pourrait tout changer. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à quelqu'un et avez-vous ressenti quelque chose d'étrange? Une sensation subtile, presque imperceptible, mais insistante. Une inquiétude dans votre poitrine, un léger malaise dans votre estomac, une envie inexplicable de partir. Et pourtant, vous êtes resté. Vous vous êtes peu être dit que c'était juste de l'insécurité, que vous deviez donner une chance, que vous exagériez. Peu être avez-vous pensé « je suis trop anxieux, trop sensible, trop compliqué » et vous êtes resté, vous vous êtes tu. Vous avez souri même si vous n'en aviez pas envie. Vous avez essayé de croire à cette histoire, à ce regard, à ce début qui semblait magique. Mais au fond de vous, quelque chose vous mettait en garde. C'est de ce quelque chose dont nous devons parler maintenant. Cette petite voix qui réside en vous et qui tente si souvent de vous protéger, mais que vous avez appris à ignorer. Vous avez appris à la faire taire pour plaire, pour ne pas paraître difficile, pour ne pas éloigner quelqu'un qui pourrait peu être, juste peu être différent. Mais si ce n'est pas différent, et si, une fois de plus, vous vous éloignez de vous-même pour vous rapprocher de quelqu'un qui ne vous verra pas tel que vous êtes vraiment, que devrez-vous perdre d'autre pour enfin vous écouter? En 2025, le monde parle d'intelligence artificielle, de productivité, d'objectifs, de performance. Mais presque personne ne parle d'écoute intérieure. Presque personne ne vous apprend à écouter ce que dit votre corps lorsque les mots des autres semblent parfaits, mais que votre âme n'est pas en paix. Et vous, qui avez déjà dépassé la trentaine, qui avez déjà vécu des histoires, qui avez déjà été déçu et qui vous êtes reconstruit plus d'une fois, vous savez de quoi je parle. Parce que la maturité apporte cette sensibilité silencieuse. Vous ressentez avant de comprendre. Vous pressentez avant de savoir. Mais pour une raison quelconque,
vous hésitez encore à vous y fier, peut être parce que vous avez grandi en entendant dire que ressentir trop est une faiblesse, qu'être trop sensible, c'est être naïf, qu'il vaut mieux penser que ressentir, mais Jung disait que ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et peut être qu'en n'écoutant pas vos propres signaux, vous avez laissé le destin se répéter. 1, 2, 3 fois. J'ai rencontré une femme de 54 ans qui m'a raconté, les larmes aux yeux, qu'elle avait passé plus de 3 décennies à s'engager dans des relations qui se terminaient toujours de la même manière. L'abandon, le même sentiment d'être seule même lorsqu'elle était accompagnée, la même angoisse, la même attente interminable de quelqu'un qui n'était jamais vraiment là. Elle disait « Je ne sais pas choisir, je suis toujours attirée par ceux qui ne peuvent pas m'aimer. » Mais lorsque nous avons commencé à nous plonger dans le début de chaque relation, quelque chose est devenu clair. Elle l'avait toujours su. Depuis le début, il y avait toujours eu des signes, mais elle les effaçait elle-même. Elle les effaçait lorsqu'il disait qu'il n'était pas prêt, mais elle insistait. Elle les effaçait lorsqu'il disparaissait pendant des jours et revenait ensuite avec des fleurs. Elle les effaçait lorsqu'elle avait peur. Mais elle appelait cela de la passion. C'était comme si j'étais programmé pour ignorer tout ce qui faisait mal, m'a-t-elle dit. Et peut être que vous l'êtes aussi. Peut être que vous vous êtes tellement habitué au malaise qu'il vous semble désormais familier. Mais ce n'est pas parce que c'est familier que c'est sain. Vous savez, cette anxiété qui apparaît au début et que vous confondez avec des papillons dans le ventre, ce n'est pas de l'amour. C'est votre corps qui vous dit « quelque chose ne va pas ici », mais vous romantisez, vous justifiez, vous vous convainquez que ce n'est que de l'intensité, que l'amour est comme ça, que vous devez vous adapter, et puis vous commencez à vous plier, à vous taire, à faire des concessions qui n'ont pas de sens. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne savez plus qui vous êtes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans votre vie comme des ouragans? Elles vous enveloppent si rapidement, vous enchantent si profondément que vous perdez pied. Et cela peut sembler beau, voire cinématographique. Mais que reste-t-il après la tempête? Des débris, et pas ceux de l'autre, les vôtres. Parce que si une relation commence par vous faire perdre pied, elle aura du mal à vous apporter de la stabilité par la suite. Ce qui commence par vous laisser dans le doute aura du mal à vous apporter la paix à l'avenir. Et ce qui commence trop vite vous laisse rarement le temps d'être vous-même. Si, dès les premières rencontres, quelqu'un vous donne l'impression que vous devez prouver votre valeur, justifier votre silence, expliquer vos absences, si cette personne a besoin de vous tout le temps pour se sentir entière, méfiez-vous, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective déguisée en intensité, et vous n'avez plus l'âge pour cela. Vous avez déjà passé trop de temps à vous perdre pour être accepté. Il est maintenant temps de vous trouver et de rester là où vous pouvez rester entier. L'amour sain a une autre fréquence. Il ne vous bouscule pas. Il ne vous demande pas de vous sacrifier au début pour peu, être recevoir de l'amour en retour plus tard. Il vous regarde calmement. Il respecte votre rythme. Il ne vous demande pas d'explication à chaque étape. Il veut que vous soyez présent, pas soumis. Il n'apparaît pas seulement quand cela lui arrange, ni ne disparaît quand vous avez le plus besoin de lui. Une femme de 63 ans, prénommée Béatrice, m'a récemment écrit pour me dire que ce n'est qu'à 60 ans qu'elle avait compris ce qu'était l'amour. Et ce n'était pas parce qu'elle avait trouvé quelqu'un de parfait. C'était parce que, pour la première fois, elle était entière. Avant, je n'aimais qu'avec peur, a-t-elle écrit. Maintenant, j'aime avec sérénité. Et vous le ressentez quand vous entendez sa voix, un ton calme,
une présence ferme, une lueur dans les yeux qui ne vient pas de quelqu'un qui est amoureux de l'autre, mais de soi-même. Car quand on apprend enfin à s'écouter, un amour sain devient possible. Mais qu'est-ce que cela signifie? S'écouter soi-même, ce n'est pas écouter ses pensées, ni nourrir ses insécurités. C'est écouter ce qui se trouve au-delà de l'esprit. C'est percevoir comment votre corps réagit à certaines rencontres. C'est observer ce qui se passe dans votre sommeil lorsqu'une nouvelle personne apparaît. C'est sentir si votre respiration est plus légère ou plus haletante. C'est remarquer si vous vous sentez plus libre ou plus petit. C'est percevoir si vous souriez avec votre cœur ou seulement avec vos lèvres. Carl Jung nous a enseigné que la conscience commence lorsque nous parvenons à observer nos propres schémas. Et cette observation est un acte de courage, car nous découvrirons souvent que nous avons cherché l'amour dans des endroits qui ne font que renforcer la douleur, que nous avons appelé passion, ce qui est en réalité une tentative désespérée d'être vu, que nous avons accepté des miettes émotionnelles juste pour ne pas affronter le silence de la solitude. Mais la solitude, cher auditeur, n'est pas votre ennemi, elle est votre allié. C'est elle qui vous apprend le son de votre propre voix. C'est en elle que vous découvrez qui vous êtes sans le regard des autres. C'est dans cet espace que naît la clarté. Et avec la clarté naît le choix. Et avec le choix naît le véritable amour. Si vous avez déjà senti que quelque chose n'allait pas au début et que vous avez quand même continué, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous déjà fait cela. Nous avons tous déjà cru que cette fois-ci serait différente. Mais maintenant, vous avez une autre chance. Maintenant, vous pouvez faire un choix différent. Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez respirer. Vous pouvez écouter. Et vous demander ce que je ressens. Est-ce de la paix ou de l'anxiété? Est-ce de l'amour ou de l'attachement? Car celui qui aime consciemment ne se précipite pas. Il ne désespère pas d'être choisi. Il ne se plie pas au désir de l'autre. Celui qui aime consciemment observe. Il écoute, il attend, et ensuite, il choisit avec clarté. Il choisit avec calme. Et quand il choisit, il ne regrette pas. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide dans ce processus, si vous avez l'impression de ne pas encore savoir comment écouter votre âme, je voudrais vous proposer une pratique quotidienne, un espace silencieux, profond, où vous pourrez commencer à développer cette écoute avec toute la délicatesse qu'elle mérite. Il s'agit de l'e-book, la méthode LUD de Jung. 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale. C'est comme un phare. Une invitation à renouer avec votre vérité, un pas à la fois, chaque jour. Il est disponible dans le commentaire épinglé de cette vidéo si vous sentez qu'il est temps de prendre davantage soin de votre âme. C'est être là que commencera un nouveau chapitre. Un chapitre où vous vous écouterez enfin avant de vous abandonner. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'origine de l'amour que vous offrez? Pas l'amour en soi, mais l'endroit en vous d'où il jaillit, car cela change tout. Il y a ceux qui aiment à partir du manque, il y a ceux qui aiment à partir de l'urgence, et il y a ceux qui aiment à partir de la plénitude. Ce sont des amours qui se ressemblent à l'extérieur, mais qui ont des racines complètement différentes à l'intérieur. Et vous, d'où vient votre amour? Il est curieux de voir comment la plupart des gens parlent de l'amour comme s'il s'agissait de quelque chose qui arrive simplement, comme si aimer était un événement spontané, une sorte d'accident émotionnel. Mais aimer est aussi un reflet, un miroir de ce qui palpite en vous. Et si ce qui palpite est le manque,
l'amour devient un besoin. Si ce qui palpite est la peur, l'amour devient un contrôle. Et si ce qui palpite est l'absence de soi, l'amour devient une dépendance. Ce que peu de gens vous disent, ou peut être personne, c'est que vous pouvez offrir de l'amour en espérant secrètement être sauvé. Comme si vous disiez en silence « Tiens, voici tout ce que j'ai, ne partez pas. » Et lorsque l'autre part, vous vous effondrez. Mais ce n'est pas l'autre qui est tombé. C'est vous qui n'étiez pas capable de vous tenir debout tout seul. Cela vous est-il déjà arrivé? C'est ici que la conversation doit changer de ton. La vérité qui fait peur est la suivante. La façon dont vous aimez a beaucoup plus à voir avec votre histoire qu'avec la personne qui se trouve en face de vous. L'autre n'est que la scène, mais le scénario est souvent déjà écrit par vous, par votre enfance, par les premières fois où vous vous êtes senti rejeté, par les premières fois où vous avez pensé que vous deviez en faire plus pour être aimé. Maintenant, réfléchissez calmement. Qu'avez-vous appris sur l'amour quand vous étiez enfant? Vous a-t-on dit que l'amour était une présence, ou que l'amour était quelque chose qui se gagnait? Avez-vous été pris dans les bras quand vous faisiez une erreur? Ou vous a-t-on dit que vous n'étiez digne d'être aimé que lorsque vous faisiez tout correctement? Ces petites expériences façonnent la façon dont vous vous donnez aujourd'hui. Elles déterminent à quel point vous cédez, à quel point vous vous effacez, à quel point vous vous accrochez. Et le plus dangereux, c'est que tout cela se produit sans que vous vous en rendiez compte. Vous pouvez vivre en 2025, mais émotionnellement, vous agissez toujours comme ce garçon ou cette fille qui implorait de l'attention avec ses yeux. Et si personne ne vous a aidé à décoder cela, vous allez recommencer. Vous serez attiré par ceux qui vous font vous sentir invisible. Vous vous intéresserez à ceux qui vous perturbent. Vous resterez là où vous devez sans cesse faire vos preuves. Mais pourquoi? Parce que c'est familier. Parce que votre corps reconnaît cette sensation comme un amour connu, même s'il est douloureux. Parce que votre inconscient confond souffrance et attachement. Et voici la clé. Ce qui est familier n'est pas toujours sain, et vous devez choisir entre l'amour qui apaise et l'amour qui ne fait que répéter le traumatisme. Combien de fois avez-vous commencé une relation en sentant que vous deviez faire des efforts pour être à la hauteur? Combien de fois avez-vous senti que vous deviez bien vous vendre pour ne pas rater l'occasion? Vous êtes-vous déjà surpris à peser vos mots, à tester vos messages, à éviter de dire ce que vous pensez vraiment pour ne pas être mal interprété? Est-ce de la liberté ou est-ce de la peur déguisée en attention? Permettez-moi de vous poser une autre question. Si vous étiez absolument certain de votre valeur, si vous n'aviez pas peur d'être seul, combien de personnes seraient encore dans votre vie? C'est une question difficile, mais nécessaire, car la présence de la peur à l'origine du lien est ce qui déforme tout. Lorsque vous aimez à partir de la peur, vous vous adaptez. Lorsque vous aimez en toute conscience, vous choisissez. Il y a une énorme différence entre vouloir être quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un pour se sentir exister. Maintenant, faites un exercice simple. Fermez les yeux pendant quelques secondes et souvenez-vous de la dernière fois où vous êtes tombé amoureux. Revenez à ce premier mois, ce début plein d'adrénaline. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne? Était-ce son calme ou le frisson que vous ressentiez? Était-ce son regard stable ou était-ce le mystère qui vous rendait incertain? Ce souvenir peut révéler beaucoup plus que vous ne le pensez. Revenons-en à nos moutons. Le début d'une relation révèle l'origine de votre fin émotionnelle. Les personnes qui ont grandi dans l'absence ont tendance à confondre présence intermittente et affection. Les personnes qui ont grandi en étant valorisées que lorsqu'elles étaient utiles ont tendance à aimer en donnant tout, même
lorsqu'il n'y a pas de réciprocité. Vous pensez être généreux, mais en réalité, vous ne faites que répéter le scénario où vous aimez pour ne pas être abandonné. Et la conséquence de cela, vous vous épuisez. Vous commencez bien, plein d'énergie, enthousiaste, croyant que cette fois ça va marcher, mais peu à peu, vous vous lassez, parce que personne ne peut supporter d'aimer en essayant de combler ce que l'autre ne veut pas guérir. Vous commencez à être en colère contre vous-même, d'être encore une fois au même point, et puis, vous vous blâmez, et la culpabilité se transforme en tristesse, et la tristesse se transforme en apathie, jusqu'à ce que l'amour meure. Mais ce qui est vraiment mort, c'est votre espoir. Pourquoi continuons-nous à répéter ces histoires? Parce que l'amour mal résolu ne meurt pas, il devient un schéma, et les schémas inconscients sont comme des aimants. Vous pensez avoir choisi, mais en réalité vous avez été attiré de l'intérieur par la blessure. Il y a une phrase qui me donne des frissons à chaque fois que je la lis. Nous ne sommes pas attirés par ce que nous voulons. Nous sommes attirés par ce dont nous avons besoin de guérir. Et parfois, ce dont vous avez besoin de guérir, c'est justement cette partie de vous qui croit qu'il faut souffrir pour être aimé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que quelque chose en vous est en train de s'éveiller. Et c'est peut être le moment de faire une pause. Pas une pause dans l'amour, mais une pause pour comprendre d'où vient votre amour. Regardez en vous avec courage. Quelle partie de vous-même fait des choix basés sur la peur? Quelle partie de vous-même essaie d'être acceptée à tout prix? Quelle partie de vous-même crie pour obtenir de l'affection, mais se tait pour ne pas déranger? Avez-vous déjà pensé que vous offrez peu, être tout ce que vous n'avez jamais reçu, et qu'au fond, vous vouliez juste que quelqu'un vous rende tout cela avec attention, avec présence, avec une affection réelle? Peu, êtes-vous épuisé, parce que donner tout de soi, sans se donner à soi-même, a un prix élevé. Et voici un point qui pourrait changer votre façon de penser. L'autre n'est pas responsable de vous faire sentir digne. L'autre peut vous accueillir, vous aimer, vous compléter, mais il ne peut pas vous donner ce que vous ne vous autorisez pas à ressentir. Et si vous ne croyez pas en votre valeur, vous vivrez toujours dans un état d'épreuve. Vous penserez toujours que vous devez mériter l'amour, que vous devez faire vos preuves, que vous devez vous sacrifier, mais le véritable amour ne se mendie pas, il se partage. Et il n'est possible de partager que lorsque vous êtes comblé, lorsque vous n'avez plus besoin de supplier pour obtenir des miettes, lorsque vous avez appris à vous suffire à vous-même sans vous fermer aux autres. Et être-il temps maintenant de vous regarder avec plus de bienveillance? Écrivez ici dans les commentaires, si vous en avez le courage, quelle est la plus grande leçon d'amour que la vie vous a enseignée jusqu'à présent? Je lirai tout, et tous ceux qui sont ici le liront aussi. C'est un espace de réflexion et de partage, de guérison collective. Revenons à l'essentiel. Lorsque vous vous approchez de quelqu'un, soyez conscient, respirez, observez ce qui vous anime. Ressentez la différence entre vouloir être avec quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un pour exister. Vous êtes entier, vous l'avez toujours été. Et si vous ne vous sentez pas encore ainsi, ce n'est pas grave. Mais alors, reconnaissez-le. Ce n'est pas encore le moment d'aimer quelqu'un d'autre. C'est le moment de vous aimer vous-même. Vous pouvez même rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Mais si vous êtes encore blessé, vous transformerez cette personne en outil de survie. Vous exigerez sans vous en rendre compte. Vous demanderez sans mesurer. Vous attendrez que l'autre guérisse ce que vous seul pouvez toucher. Et voici le tournant. L'amour n'est léger que lorsqu'il naît de la paix, lorsqu'il n'a pas pour fonction de réparer vos parties brisées.
Alors, avant de demander à l'autre s'il est prêt à vous aimer, demandez-vous êtes-vous prêt à aimer sans supplier, à aimer sans vous effacer, à aimer sans sacrifier votre paix, car en fin de compte, bien aimer est un acte de maturité émotionnelle. C'est savoir que l'autre peut partir et que malgré tout, vous restez entier. C'est savoir que l'autre peut être en désaccord et que malgré tout, vous n'avez pas besoin de crier. C'est savoir que l'autre n'est pas là pour vous compléter, mais pour marcher à vos côtés, sans béquilles, sans fantasmes, sans jeu. Et si vous devez aimer, que ce soit avec présence, avec écoute, avec vérité, le monde est déjà plein d'amour qui blesse, qui commencent pleines de promesses et finissent dans le silence. Vous n'avez pas besoin de répéter cela. Vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez commencer différemment. Mais cela demande du courage. Le courage de regarder à l'intérieur de soi. Le courage de ne pas romancer le chaos. Le courage de dire non avant de sombrer. Le courage de briser un schéma, même si cela vous laisse seul pendant un certain temps. Parce qu'être seul, quand c'est un choix, c'est la liberté. Et la liberté, c'est le terreau fertile de l'amour véritable. Si ce contenu vous a touché, écrivez ici ce qui vous a le plus marqué, ce qui a eu du sens pour vous, ce qui vous a fait réfléchir. Parfois, une phrase que vous écrivez peut être une prise de conscience pour quelqu'un qui vous lit. Créons ensemble cet espace de présence, car l'amour commence là, là où vous vous choisissez d'abord, là où vous vous écoutez, là où vous comprenez enfin « je peux aimer sans me perdre ». Et lorsque cette compréhension s'installe, tout change, même l'amour, surtout l'amour. Saviez-vous que selon une étude menée par l'American Psychological Association, plus de 60% des personnes qui entament une relation déclarent avoir ignoré des signaux d'alerte lors des premières rencontres, des signes tels que le manque d'empathie, la jalousie déguisée en attention, les réponses évasives, les petits mensonges, 60%. Cela signifie que la plupart d'entre nous, consciemment ou non, choisissons de fermer les yeux au moment même où nous devrions y voir plus clair. Mais pourquoi ? Parce que l'illusion est réconfortante, parce que l'éclat de la nouveauté éclipse la vérité, parce que lorsque la solitude se fait entendre, n'importe quel signe d'affection semble être un refuge, et parce que nous avons une capacité impressionnante à idéaliser ce que nous désirons, même si cela fait mal. Une fois, lors d'une conférence sur les liens affectifs, un psychologue a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit « Le premier mensonge que vous acceptez au début d'une relation sera la dernière vérité que vous avalerez à la fin. » Cette phrase m'a bouleversé, parce que c'est exactement comme ça que ça marche. Vous acceptez un retard sans explication, puis une critique déguisée en humour, puis une brève disparition justifiée avec charme, et avant de vous en rendre compte, vous vous retrouvez pris dans un tourbillon émotionnel, essayant de comprendre à quel moment tout a déraillé, sans vous rendre compte que cela a déraillé dès le début. L'histoire de Juliana illustre cela de manière presque chirurgicale. Elle a 39 ans. C'est une femme intelligente qui a réussi avec une sensibilité raffinée. Elle a rencontré Raphaël lors d'un cours de méditation. Il était charismatique, profond, plein de phrases inspirantes. Lors de leur première rencontre, il est arrivé avec 40 minutes de retard et a déclaré que le temps ne devait pas nous contrôler. Juliana a ri, trouvant cela philosophique. Lors de leur deuxième rencontre, il a déclaré qu'il n'aimait pas les réseaux sociaux parce que les personnes matures n'ont pas besoin de s'exposer. Elle a trouvé cela intéressant, même si elle sentait qu'il y avait là une forme de fuite. 3 mois plus tard, Juliana s'est retrouvée complètement impliquée avec quelqu'un qui utilisait la spiritualité
pour justifier son indisponibilité émotionnelle, qui ne répondait pas aux messages pendant des jours et lui disait qu'elle devait travailler sur son détachement. Quand elle pleurait, il lui suggérait de méditer davantage. Quand elle demandait qu'il soit présent, il répondait que l'amour ne peut pas être possessif. Juliana a commencé une thérapie en se sentant petite, mais le plus douloureux n'était pas la fin. C'était de s'être trahie au nom de l'espoir. Elle a déclaré « J'ai tout vu, j'ai tout ressenti, mais je voulais tellement que ce soit différent que j'ai choisi de l'ignorer. Et peut-être avez-vous déjà fait cela aussi. Ignorer les signes est un choix, et chaque choix a un prix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes semblent changer soudainement une fois que la relation est consolidée? Comment quelqu'un d'aussi doux et attentionné peut-il devenir froid ou absent? La réponse peut être simple, même si elle est douloureuse. Il ou elle n'a jamais vraiment été cette personne. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Et plus encore, vous n'avez vu que ce qui vous était montré. Car, au début, presque tout le monde montre le meilleur d'eux-mêmes. Selon une étude de l'Université de Colombie-Britannique, au cours des 6 premières semaines d'une relation, nous avons tendance à projeter sur l'autre jusqu'à 80% des qualités que nous souhaitons voir. Ce n'est pas seulement lui qui vous a trompé, vous vous êtes également trompé. Et cela ne fait pas de vous un idiot, cela fait de vous un être humain. Mais la question est, combien de temps souhaitez-vous encore répéter ce cycle? Combien de fois allez-vous laisser la précipitation vous aveugler? Combien de fois allez-vous laisser le désir prendre le pas sur la réalité? Saviez-vous que, selon une analyse du magazine Psychology Today, les relations qui commencent avec une forte intensité émotionnelle ont 40% plus de chances de se terminer par des cycles de dépendance affective? En effet, plus l'impact émotionnel initial est important, et plus le risque est grand que le lien soit guidé par des besoins et des traumatismes non résolus, et non par une réelle compatibilité. L'intensité du début, celle qui ressemble à un film, peut être un déguisement, une ruse du cerveau en manque. Car lorsque quelqu'un touche notre blessure avec l'illusion qu'il va la guérir, l'attachement est presque immédiat. Mais la guérison véritable ne se fait pas en 3 rendez-vous. Elle ne vient pas avec des promesses douces ou des regards séducteurs. Elle vient de la constance, de la présence, de la construction. Lucas, par exemple, a 45 ans et m'a raconté qu'il a passé 2 ans dans une relation qui a commencé par une phrase qu'il n'a jamais oubliée. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Il a fondu. Il pensait avoir trouvé la femme de sa vie, et pendant 2 mois, elle l'a vraiment été. Affectueuse, présente, intense. Après cela, tout est devenu un jeu. Des silences, des allusions, des critiques. Et pourtant, Lucas a essayé de retrouver cette version initiale, celle qui n'est jamais revenue. Il était accro au début. Et cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. C'est comme si l'esprit disait « Si c'était réel au début, alors ça peut le redevenir. Mais si ça n'a jamais été réel, et si cette version n'était qu'un déguisement émotionnel, et si vous essayez de sauver une image qui n'a existé que dans votre manque, vous êtes-vous déjà posé cette question? Et pourquoi parlons-nous autant du début? Parce que c'est là que se cache la vérité. Pas dans les grandes promesses, mais dans les petites actions. Pas dans les mots charmants, mais dans les réactions subtiles. C'est au début que vous découvrez comment l'autre gère les frustrations, les limites, le silence. Mais vous devez être prêt à voir. Cela exige de la présence. Et la présence exige du courage. Une femme nommée Vera m'a dit un jour quelque chose de très fort. Aujourd'hui, je n'analyse pas ce que la personne ressent pour moi. J'observe ce que je deviens à ses côtés.
c'est de la sagesse émotionnelle, car plus important que ce que l'autre vous offre, c'est ce que vous ressentez à ses côtés. Brillez-vous ou vous éteignez-vous? Grandissez-vous ou rapetissez-vous? Respirez-vous ou retenez-vous votre souffle? Écrivez ici dans les commentaires si vous souhaitez partager. Qu'est-ce que vous ignorez le plus au début et que vous regrettez ensuite? Quel a été le signe le plus important que vous avez ignoré? Votre histoire peut aider d'autres personnes à voir ce qu'elles ne veulent pas encore voir. Et en parlant de voir, saviez-vous que le corps détecte les mensonges émotionnels avant l'esprit? Une étude de l'université de Stanford a prouvé que lorsque nous sommes confrontés à des incohérences émotionnelles, comme quelqu'un qui sourit mais qui nous met mal à l'aise, le corps réagit par de petits changements physiologiques avant même que nous ne rationalisions ce malaise. Cela signifie que votre intuition n'est pas seulement une sensation, c'est un mécanisme de survie. Mais vous devez apprendre à l'écouter. Écoutez votre corps, votre peau, votre estomac, votre cœur. Car lorsque quelque chose ne va pas, le corps s'exprime, l'insomnie survient, l'appétit change, la respiration s'altère, le regard s'éteint. La question est la suivante. Combien de fois avez-vous dû tomber malade pour comprendre que ce n'était pas de l'amour? Combien de fois avez-vous dû entendre quelqu'un vous dire que vous étiez différent, que vous sembliez plus triste, plus isolé, pour réaliser que vous étiez en train de vous perdre, et pourtant vous êtes resté, parce que être que la douleur de partir semblait plus grande que celle de rester. Mais rester fait aussi mal. Et cette douleur est chronique, comme une douleur sourde, silencieuse, qui ronge de l'intérieur votre capacité à vous aimer. Vous méritez mieux, et cette différence commence dès le début. Cela semble évident, mais c'est exactement là que nous nous trompons, parce que nous mettons tous nos espoirs dans l'avenir. Quand il me connaîtra mieux, quand nous serons plus intimes, quand ces traumatismes auront disparu. Mais si l'avenir n'arrive jamais, et si la façon dont il ou elle vous traite aujourd'hui est déjà la meilleure version que cette personne est capable d'offrir, êtes-vous prêt à vous adapter à cela? C'est difficile, c'est profond, mais c'est nécessaire. Car vous n'êtes pas venu au monde pour éduquer émotionnellement qui que ce soit. Vous n'êtes pas venu pour combler des vides qui ne sont pas les vôtres. Vous n'êtes pas venu pour être testé, mesuré, comparé. Vous êtes venu pour vivre un amour où votre paix est une priorité, où votre silence est respecté, où votre non est le bienvenu. Et si cela n'existe pas au début, il est peu probable que cela s'épanouisse par la suite. Un thérapeute de couple appelé John Gottman, référence mondiale en matière de relations, a affirmé après des décennies d'études que les 5 premières minutes d'une interaction romantique en disent plus long sur l'avenir du couple que toute autre chose. Il pouvait prédire, avec une précision allant jusqu'à 90%, le succès d'une relation simplement en observant comment le couple entamait une conversation difficile. 5 minutes, c'est le temps qu'il faut pour révéler le ton émotionnel. La présence, l'écoute, la maturité, l'empathie. Êtes-vous attentif à cela? Il est possible de tout changer lorsque l'on change notre façon d'observer. Lorsqu'au lieu de rechercher la chimie, on recherche la cohérence. Lorsqu'au lieu d'attendre l'intensité, on observe la stabilité. Lorsqu'au lieu de vous laisser emporter par la précipitation, vous choisissez avec calme. Oui, le début est le moment le plus dangereux, mais c'est aussi le plus sacré, parce qu'à ce moment-là, vous êtes encore libre. Vous pouvez encore partir sans être émotionnellement enraciné. Vous pouvez encore choisir avec clarté. Après, tout devient un lien. Cela devient de l'attachement. Cela devient une habitude. Et l'habitude n'est pas l'amour. C'est une répétition émotionnelle. Soyez honnête avec vous-même. Où exactement
Vous êtes-vous trompé? Écrivez-le ici, dans les commentaires, si vous le souhaitez. Quel est le plus beau mensonge que vous vous êtes raconté au début d'une relation? Cet espace est destiné à ceux qui en ont assez de vivre les mêmes scénarios, avec des personnages différents. Il est destiné à ceux qui veulent vraiment se choisir et à apprendre à aimer, en commençant par le début, car c'est là, exactement là, que réside le secret de tout. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez confondu l'intensité et l'amour? Était-ce cette rencontre bouleversante? Être cet appel qui a duré des heures? Être ce frisson provoqué par un contact inattendu, un regard qui semblait vous transpercer, comme pour dire « je vous connais d'ailleurs », et à ce moment-là, tout semblait parfait. Votre cœur battait plus vite, le monde extérieur disparaissait, et vous pensiez « c'est ça, je l'ai enfin trouvé ». Mais ce que vous avez trouvé, en réalité, c'est quelqu'un qui a réveillé vos besoins les plus profonds. Et personne ne nous apprend à distinguer la passion de la projection. Personne ne nous montre que parfois, ce que nous ressentons comme une destinée n'est qu'une répétition. La répétition du vide, de l'urgence, de la peur d'être seul. C'est pourquoi, lorsque l'intensité crie, vous vous abandonnez, parce que vous confondez frisson et sécurité, urgence et profondeur, alchimie et connexion. Mais l'alchimie, en soi, n'est qu'une réaction. Ce qui se passe ensuite, c'est ce qui révèle si c'était de l'amour ou seulement de la faim. Vous ne tombez pas amoureux uniquement de l'autre. Vous tombez amoureux de la sensation qu'il éveille en vous. Et si cette sensation est celle du soulagement, du sentiment d'être vu, choisi, enfin nécessaire, attention, ce n'est peu. Être pas de l'amour, c'est peu. Être de la survie. Et ceux qui aiment pour survivre finissent inévitablement par s'étouffer. Tout au long de ce chemin, nous avons parlé de signes, de la façon dont nous ignorons ce que nous ressentons dans notre corps, du danger de la précipitation, de l'addiction au début, de l'origine de l'amour que nous offrons. Il est maintenant temps de regarder tout cela en face et de répondre sincèrement. Qu'appelez-vous amour? Et qu'est-ce qui, dans tout cela, n'est que peur? Il y a une ligne très fine entre le don de soi et la perte de soi, entre l'empathie et l'annulation, entre l'attention et le contrôle. Et lorsque vous n'y prêtez pas attention, cette ligne est franchie tous les jours, déguisée en préoccupation, en romantisme, en générosité. Je fais tout pour lui. Je m'adapte par amour. Je cède parce que je comprends ses traumatismes. Entendez-vous cela? C'est beau. Mais cela peut aussi être dangereux, parce que lorsque vous aimez sans mesure, vous commencez à saigner là où personne ne vous a demandé de vous blesser. Et ce n'est pas seulement à propos de l'autre. C'est à propos de vous, à propos de l'histoire que vous racontez pour justifier ce que vous acceptez. Il est confus. Elle a eu une enfance difficile. Il a juste besoin de temps. Elle a peur de s'attacher. Vous expliquez l'absence de l'autre par votre présence inconditionnelle. Vous soutenez seul un pont qui doit être construit des deux côtés. Et un pont soutenu par une seule personne ne mène nulle part, sauf dans l'abîme. Pourquoi faisons-nous cela? Parce qu'on nous a appris à persévérer, à ne pas abandonner, à se battre pour l'amour, à prouver que nous sommes différents. Mais il y a une chose que personne ne nous a apprise. La différence entre persévérer et s'humilier, entre se battre pour quelque chose et se battre pour quelqu'un qui a déjà renoncé à nous, entre ne pas renoncer à un amour et ne pas renoncer à nous-mêmes. Souhaitez-vous une relation authentique? Commencez par vous demander, est-ce que je suis en relation avec la réalité ou avec mon fantasme sur cette personne? Car la plupart des souffrances que nous portons ne proviennent pas de ce que l'autre a fait,
mais de ce que nous projetons, de ce que nous attendons, de ce que nous idéalisons, de ce que nous croyons qu'il pourrait être s'il changeait, si elle guérissait, si les choses étaient différentes. Mais elles ne le sont pas, et la vérité, lorsqu'elle est acceptée, est libératrice. Elle peut faire mal au début, mais elle vous sauve à la fin. Car lorsque vous cessez de romancer des miettes, vous commencez à construire quelque chose de solide avec quelqu'un qui est vraiment disposé à être là. Vous n'en demandez pas trop, vous demandez simplement l'essentiel. Et si l'essentiel semble trop demander à quelqu'un, c'est parce que cette personne n'offre pas assez. Ne vous trompez pas. N'acceptez pas des explications à la place d'action. N'acceptez pas une présence intermittente à la place d'une présence constante. N'acceptez pas des excuses à la place de changements réels. L'amour qui fait du bien ne s'accompagne pas d'un manuel d'excuses. Il s'accompagne d'une présence. Il s'accompagne de respect. Il s'accompagne de vérité. Vous vous souvenez de ces messages que vous attendiez avec impatience, de ces silences qui faisaient mal, de ce bonjour qui semblait déterminer votre humeur, de ce « je suis occupé » que vous avaliez en feignant la maturité alors que vous vous brisiez à l'intérieur. Maintenant, respirez, calmez-vous et demandez-vous « Pourquoi ai-je accepté de vivre sur cette corde raide émotionnelle ?» Parce que peut-être, vous croyez que c'était cela, aimer. Mais aimer, ce n'est pas cela. Aimer, ce n'est pas marcher sur des œufs. Aimer, ce n'est pas deviner l'humeur de l'autre. Aimer, ce n'est pas supplier pour obtenir de l'affection. Vous pouvez appeler cela de l'amour. Vous pouvez le justifier par 1000 arguments. Mais au fond, vous savez, l'amour qui vous diminue n'est pas de l'amour. L'amour qui vous ronge n'est pas de l'amour. L'amour qui vous fait douter de vous-même n'est pas de l'amour. C'est une addiction, c'est de l'attachement. C'est une blessure ouverte qui tente de se refermer sur une autre poitrine. Et voici un fait qui vous fera peut-être réfléchir davantage. Selon le Journal of Personality and Social Psychology, les relations où règne une insécurité constante ont un impact direct sur le taux de cortisol dans le corps, l'hormone du stress. Les personnes qui vivent des relations émotionnellement instables sont plus sujettes à l'insomnie, à une baisse de l'immunité et même à des symptômes dépressifs. Le corps crie ce que le cœur tente de taire. Combien de fois êtes-vous tombé malade au milieu d'une relation ? Combien de fois votre corps a-t-il réclamé du repos, tandis que votre esprit inventait des excuses pour continuer ? Ce n'est pas vous qui êtes trop sensible, c'est vous qui essayez d'aimer là où il n'y a pas de place. C'est vous qui essayez de construire là où il n'y a que des ruines. C'est vous qui donnez tout sans recevoir la moitié en retour. Mais si je vous dis que l'amour que vous attendez existe, oui, il existe. Il n'est pas parfait. Il n'est pas cinématographique. Il ne repose pas sur des promesses mirobolantes. Il repose sur la paix, sur la légèreté, sur le fait de savoir que vous pouvez être vous-même sans avoir à vous rabaisser. Il repose sur le fait de savoir que l'autre est là, même lorsqu'il est silencieux. Il repose sur le fait de se réveiller sans avoir peur d'être abandonné. C'est respirer profondément et savoir que vous êtes en sécurité. Cet amour commence lorsque vous vous choisissez, lorsque vous dites non à ce qui vous fait du mal, même si vous aimez encore, lorsque vous choisissez de partir, même si votre cœur bat la chamade, lorsque vous choisissez ce qui vous guérit et non ce qui vous consomme. Et c'est possible, mais cela exige une chose, la connaissance de soi et du courage. Du courage pour regarder vos choix et vous demander « Qu'est-ce qui, en moi, a encore besoin de quelqu'un pour se sentir complet ?» Du courage pour reconnaître que vous attirez parfois ce que vous connaissez,
et non ce que vous méritez. Du courage pour cesser de répéter l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, de votre enfance. Du courage pour réécrire la vôtre. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous veut changer. Vous voulez faire des choix différents. Vous voulez aimer sans douleur, sans anxiété, sans sacrifice. Et ce désir est sacré. Si, tout au long de cette vidéo, vous avez senti qu'une phrase reflétait votre histoire, écrivez-la dans les commentaires. Dites-moi, qu'avez-vous compris de vos débuts? Quel schéma êtes-vous prêt à abandonner? Votre témoignage peut toucher d'autres vies, tout comme vous êtes touché en ce moment. Et si vous sentez que le moment est venu de tourner la page, restez avec moi, car dans la prochaine partie, je vais vous guider, pas à pas, un plan stratégique, profond et émotionnel pour appliquer tout cela dans votre vie, de manière pratique, de manière réelle, de manière possible. Un chemin pour que vous puissiez enfin aimer sans vous abandonner et être aimé sans avoir à supplier pour des miettes. Parce que vous le méritez et vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous en a assez de répéter les mêmes schémas. Vous en avez assez d'aimer avec peur, de vous donner à moitié, de vous abandonner au nom de quelqu'un d'autre. Et maintenant, face à tout ce que vous avez vécu et entendu jusqu'ici, que faire? Comment transformer votre conscience en action? Comment sortir du cycle de la douleur et avancer avec détermination vers un amour qui commence à l'intérieur de vous? Aujourd'hui, vous allez apprendre un plan d'action, pas une formule magique, mais une stratégie émotionnelle, profonde et réalisable, pour que vous commenciez dès aujourd'hui à devenir quelqu'un qui se choisit et qui, pour cette raison même, ne laisse entrer que l'amour qui vous accueille et non celui qui vous ronge. Étape 1, rompre le cycle inconscient. Le premier pas est le plus difficile et peut être le plus important. S'arrêter. Arrêter de répéter. Arrêter de justifier. Arrêter d'essayer de sauver l'autre alors qu'il se noie en silence. Cela exige que vous vous observiez avec une honnêteté radicale, que vous vous demandiez quel est le schéma qui se répète le plus dans mes relations. Qu'est-ce que j'accepte toujours, même si je sais que cela fait mal? Vous pouvez l'écrire. Ne vous contentez pas d'y penser. Écrivez-le. Étape 2, donner forme à votre schéma. Car lorsque nous nommons les choses, nous nous en libérons. Lorsque nous mettons en lumière, l'ombre perd de sa force. Vous abandonnez-vous trop vite, pardonnez-vous sans que l'autre change. Pensez-vous que l'amour est synonyme de souffrance? Avez-vous besoin de vous sentir choisi pour vous sentir vivant? Regardez cela sans culpabilité, mais regardez avec courage. Étape 2, renouer avec votre vérité. Une fois le cycle interrompu, il est temps de revenir à vous-même, à votre histoire, à votre essence. Prenez une feuille de papier ou regardez-vous dans le miroir et demandez-vous « Que crois-je au sujet de l'amour ?» Pas ce que vous souhaitez croire, mais ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, ce qu'on vous a enseigné. Peut-être avez-vous appris que l'amour exige des sacrifices ou que vous n'êtes pas digne d'être aimé pleinement. Peut-être avez-vous grandi en entendant des cris, en voyant des départs, en ressentant des rejets. Tout cela façonne votre modèle d'affection. Mais maintenant, en pleine conscience, vous pouvez lui donner un nouveau sens. Peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez écrire un nouveau scénario. Et ce scénario commence par un choix. Quel type d'amour est-ce que j'accepte à partir d'aujourd'hui? Étape 3. Établir des limites sacrées. Il n'y a pas d'amour sain sans limites claires.
Les limites ne sont pas des barrières. Ce sont des ponts vers le respect. Ce sont des déclarations silencieuses qui montrent que vous vous valorisez. Commencez par observer: qu'est-ce que j'ai laissé me blesser? Un manque de réponse, une absence émotionnelle, des mots durs. Alors écrivez: à partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus, et complétez avec sincérité. Ensuite, transformez cela en action. Lorsque quelqu'un dépasse cette limite, exprimez-le, pas avec colère, mais avec fermeté. Dites: cela me blesse, et je n'accepte plus de vivre ainsi. Cela peut faire mal, cela peut éloigner, mais cela peut aussi guérir, car celui qui ne respecte pas vos limites ne respecte pas votre cœur. Étape 4. Cultivez la présence aimante en soi. Vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils vous donnent ce que vous vous refusez à vous-même. Vous ne pouvez pas exiger de l'attention si vous ignorez votre douleur. Vous ne pouvez pas exiger de la présence si vous vivez distrait de votre propre âme. Réservez chaque jour un moment pour vous. 5 minutes suffisent. 5 minutes de silence, de respiration consciente, d'écoute intérieure. Demandez-vous: comment vais-je aujourd'hui? De quoi ai-je besoin? Que suis-je en train d'ignorer en moi? Ce petit geste change tout, parce qu'il vous ramène à l'intérieur de vous-même. Et celui qui est en lui-même ne se perd plus dans l'autre. Étape 5. L'engagement dans des relations qui nourrissent et non qui vident. Faites un inventaire émotionnel de vos relations. Avec qui vous sentez-vous en paix? Avec qui vous sentez-vous petit? Qui vous inspire à grandir? Qui vous pompe votre énergie? Soyez honnête et choisissez avec maturité de vous éloigner de ce qui affaiblit votre lumière. Vous n'avez pas besoin de vous battre ni de vous justifier. Il vous suffit de dire: je choisis de rester là où je suis entier. Cela fait peur au début, mais ensuite, cela devient une liberté, car la solitude de la connaissance de soi est toujours plus légère que la compagnie qui nous emprisonne. Étape 6. Reconnaître les progrès subtils. La guérison émotionnelle ne se fait pas avec des feux d'artifice. Elle se fait dans les détails, dans le non que vous avez eu le courage de dire, dans le message auquel vous n'avez pas répondu, dans le silence que vous avez respecté. Célébrez cela. Célébrez chaque choix qui vous rapproche de vous-même. Chaque jour, notez un geste d'amour propre, une victoire invisible, un pas. Vous serez surpris de la force qui était en vous depuis toujours. Étape 7. Retrouvez l'amour que vous méritez. Et puis, l'amour viendra, pas comme un tremblement de terre, mais comme un sol ferme, pas comme une euphorie, mais comme une clarté. Vous regarderez quelqu'un dans les yeux et vous réaliserez que vous n'avez rien à prouver, ni à précipiter, ni à déchiffrer, parce que vous sentirez: maintenant, je peux être moi-même, sans peur, sans masque, sans absence de moi-même. Et cela, c'est la liberté. Mais pour y parvenir, il faut de la constance, de la prudence, de la pratique. C'est pourquoi je souhaite vous présenter un chemin qui peut vous accompagner dans ce voyage. Si vous avez senti que cette vidéo était un miroir, si elle a touché des parties de vous qui étaient endormies, alors la prochaine étape est plus proche que vous ne le pensez. Il existe un support qui peut vous guider au quotidien avec légèreté et profondeur. L'e-book, la méthode LOD de Jung, 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale. Il a été créé spécialement pour des personnes comme vous qui sont en train de s'éveiller, qui souhaitent appliquer les enseignements de Jung non seulement en théorie, mais aussi dans leur mode de vie. Vous apprendrez à accéder à votre inconscient de manière pratique, à cultiver la présence.
à briser les schémas émotionnels. Et enfin, à construire un lien avec vous-même qui ne dépend de personne d'autre. Si cela vous touche, le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Lisez-le attentivement. C'est un geste pour vous, un pacte silencieux avec votre propre guérison. Et si ce message a touché votre âme, si quelque chose ici a fait sens, laissez un commentaire, même anonyme. Partagez votre histoire, votre douleur, votre dépassement. Cela peut sauver quelqu'un. Cela peut aussi vous sauver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si elle vous a touché et d'activer les notifications pour continuer ce voyage avec nous. Ensemble, nous continuerons avec lucidité, avec amour et avec courage, car en fin de compte, c'est ce que nous recherchons tous, aimer sans nous abandonner.